Le vent sec frappe une nouvelle fois les plaines de l'Est burkinabé, soulevant une poussière brûlante qui semble ne jamais retomber. Sur ces routes brisées, où des villages entiers ont été vidés, l'impression de bascule est permanente, entre survie précaire et promesses à peine esquissées dans les zones libérées. Dans ce paysage, où chaque puits restauré et chaque école rouverte devient une ligne de vie, la figure d'Ibrahim Traoré cristallise pour beaucoup la dernière certitude au milieu d'un pays encore meurtri. Que signifie vraiment cette ténacité collective quand le sol lui-même paraît hésiter entre implosion annoncée et reconstruction patiente? Dans les zones éprouvées de l'Est burkinabé, la promesse centrale qui émerge n'a rien d'un slogan. Elle repose sur une reconstruction capable de tenir malgré les chocs qui persistent. Une stabilité minimale pour relancer la vie quotidienne constitue l'avantage déterminant recherché par les habitants revenus dans les villages libérés. Cette ambition s'articule autour d'un triptyque exigeant: garantir la sécurité immédiate, rétablir les services essentiels et restaurer les infrastructures dont dépend l'existence la plus élémentaire. Chaque erreur stratégique peut pourtant inverser brutalement la trajectoire, faisant basculer un axe routier nouvellement rouvert ou contraignant des familles à un nouvel exode. À mesure que les marchés se réorganisent timidement et que les premiers champs sont remis en culture, une tension souterraine demeure. La dynamique actuelle peut-elle résister à la pression irrégulière des groupes armés? Cette interrogation crée une micro-accroche, car elle conditionne directement l'avenir des puits restaurés, des écoles réactivées et des routes sécurisées mètre après mètre. Si cette chaîne fragile cède, c'est tout un territoire qui risque de replonger dans l'isolement. La première révélation apparaît dans un contraste qui s'impose d'emblée. Plus de 60 attaques ont frappé l'est du Burkina Faso en quelques mois, alors même qu'une part significative des routes stratégiques a été rétablie malgré la pression persistante. Ce glissement mesurable, mêlant recul brutal et reprise tangible, expose une dynamique rarement observée dans une zone longtemps perçue comme au bord de la rupture. De là naît une chaîne causale précise. La réactivation progressive des axes principaux permet aux équipes civiles de revenir, ce retour facilite la remise en service des puits et des écoles, et ces infrastructures recraignent à leur tour une présence étatique visible, réduisant l'espace opérationnel des groupes armés. Cette boucle vertueuse, encore fragile, se déploie au milieu d'un paysage fracturé où chaque déplacement reste risqué. Les marchés vidés, les villages désertés et les routes abandonnées témoignent d'un pays remodelé par des années de menaces constantes avec plus de 2 millions de personnes poussées au déplacement. Ce chiffre, longtemps utilisé pour mesurer l'ampleur de la crise, devient dans les zones reprises un indicateur de recomposition. Lorsque quelques familles reviennent, une routine minimale réapparaît, transformant le rapport quotidien à la peur. Dans les camps avancés, cette transition prend une dimension humaine. Les soldats épuisés, les VDP dispersés et les civils revenus composent un ensemble où chaque geste contribue à stabiliser la zone. En se tenant physiquement parmi eux, Ibrahim Traoré incarne une forme de continuité qui dépasse l'ordre militaire. Sa présence devient un point de repère pour des communautés ayant longtemps vécu dans l'incertitude. Ce rôle n'est pas symbolique. Il participe à refermer la boucle cause-effet entre sécurisation des axes, retour des familles et relance des services essentiels. À mesure que les puits restaurés fournissent de nouveau de l'eau et que les classes provisoires accueillent les premiers enfants, une question structure l'ensemble du contexte. Cette dynamique lente mais réelle possède-t-elle la solidité nécessaire pour résister aux prochains mois de tension? Dans les zones reprises de l'est du Burkina Faso, la transition en cours se lie à travers les gestes silencieux de celles et ceux qui occupent la ligne de front sociale autant que sécuritaire. Leur rôle dépasse la simple présence. Ils servent d'orientation, de repère et parfois de seule boussole dans un paysage où les repères institutionnels ont longtemps vacillé. Le Premier ministre Remlan Emmanuel Vrogo illustre cette fonction lorsqu'il traverse le camp avancé de Tenko sans protocole, écoutant soldats et habitants revenus anticiper les besoins immédiats. Cette posture sans solennité agit comme un stabilisateur moral qui renforce le lien entre équipes civiles et unités de terrain. La première microscène se joue autour d'une école brûlée, désormais en cours de réparation. Les soldats expliquent aux quelques familles revenues
que la route principale, autrefois impraticable, est désormais sécurisée par des patrouilles mixtes régulières. La salle de classe improvisée sous une bâche accueille les enfants du village voisin, créant un repère minimal qui transforme les déplacements quotidiens. Une seconde scène apparaît, lorsque des agriculteurs reviennent inspecter des parcelles abandonnées depuis des mois. Avec l'appui des VDP, ils dégagent le puits restauré et reprennent les premières plantations. Ce simple geste, en apparence modeste, indique une réactivation de la vie rurale que les habitants croyaient perdue. Le retour même partiel des familles suffit à remettre en route les échanges locaux et à redonner une forme de continuité à un territoire fragmenté. Dans ces fragments de terrain, un constat émerge. Chaque geste compte pour stabiliser demain. Tout commence par une rupture brusque. Au début de l'année 2025, plus de 60 attaques frappent l'est du Burkina Faso en l'espace de quelques mois, martelant villages, routes et camps avancés. Les lignes de défense se tendent, les évacuations forcées s'enchaînent, les axes vitaux se coupent, l'impression de bascule gagne les équipes de terrain. La zone peut s'effondrer si l'État ne réagit pas immédiatement. Les forces régulières, débordées par la simultanéité des offensives, reculent par segments pour éviter l'encerclement. Les VDP, eux, tentent de contenir les premières percées malgré un manque criant de ressources. L'urgence n'est plus théorique. Elle dicte chaque déplacement, elle resserre chaque décision. Elle annonce le début d'une séquence décisive. C'est là que le point de retournement apparaît. Une stratégie simple, risquée, mais nécessaire se dessine. Reprendre les routes stratégiques avant que les groupes armés ne s'installent durablement. Les unités régulières progressent pas mètre après mètre, sécurisant des segments minuscules mais essentiels. Les VDP soutiennent ces avancées. Les drones fabriqués localement révèlent plus d'une centaine de camps hostiles en moins de 6 mois. Cette combinaison crée un effet cumulatif inattendu. Environ 70% des routes stratégiques basculent sous contrôle étatique. Les groupes armés perdent mobilité, ils perdent surprise, ils perdent logistique. Leur cadence d'attaque ralentit. Des rapports onusiens évoquent une baisse d'environ 35% des offensives enregistrées au dernier trimestre. Le rapport de force se déplace, lentement mais nettement. Dans cette phase, la présence régulière d'Ibrahim Traoré agit comme un accélérateur politique et psychologique. Son passage dans les zones sensibles n'a rien d'une mise en scène. Il partage les risques, écoute les relevés de terrain, resserre les consignes et renforce la cohésion entre armée, VDP et équipes civiles. Cette implication modifie la perception locale. L'État n'est plus une entité distante, mais un acteur présent physiquement, là où la situation reste mouvante. Cette dimension compte. Elle crée un climat de continuité au moment même où la zone hésite encore entre rupture et reprise. Puis vient la Duchamp, la phase où le choc initial se réorganise et révèle des transformations mesurables. Les puits restaurés fournissent de nouveau de l'eau à des milliers de familles. Les écoles rouvertes, parfois sous bâche, accueillent les premiers groupes d'enfants revenus. Les marchés se réinstallent timidement le long des axes désormais praticables. Les agriculteurs remettent en culture des parcelles laissées en friche pendant des mois. Les VDP jouent un rôle double, défense le jour, réparation des infrastructures le soir. Les militaires maintiennent une pression constante sur les zones frontalières pour empêcher la reconstitution rapide des groupes armés. Ce réagencement n'efface pas la menace. Il tisse une continuité minimale. Il relance des routines abandonnées. Il redéfinit la relation entre habitants et territoire. Les familles revenues décrivent une idée récurrente. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas encore sûr, mais c'est un mouvement vers la vie. Dans cette série d'événements, une conclusion nette s'impose. La dynamique actuelle tient parce qu'elle se reconstruit mètre après mètre. La situation bascule nettement lorsque l'on observe le passage du baseline à la delta. Là où les routes étaient coupées, les villages isolés et les attaques répétées. Une combinaison d'opérations militaires, de coordination locale et de reprise civile produit des effets mesurables sur le terrain. Cette évolution ne signe pas une victoire définitive, mais elle modifie la marge d'action d'un État longtemps contraint à réagir sous la pression. Ce basculement repose sur 3 indicateurs clés extraits des zones reprises, chacun révélant un volet distinct de la stabilisation progressive. Premier indicateur. Environ 70% des routes stratégiques ont été rétablies.
Ce chiffre traduit un rétablissement fonctionnel des axes vitaux, permettant circulation, ravitaillement et surveillance coordonnée. Phrase Jiangye Bimonstu, ces routes créent des couloirs essentiels reliant armée, civile et services. La restauration n'est pas symbolique, elle modifie la géographie de la crise. Ce ne sont plus seulement des tronçons sécurisés, mais des couloirs continus reliant zones militaires, villages en reprise et points logistiques essentiels. Cette transformation réduit l'isolement qui paralysait les communautés rurales. Elle permet aux équipes civiles de revenir avec une régularité auparavant impossible. Elle autorise le déplacement des VDP entre plusieurs localités. Elle ouvre enfin la possibilité d'un retour progressif pour les familles dispersées depuis des mois. Deuxième indicateur, une baisse d'environ 35% des attaques au dernier trimestre. Cette diminution reflète un affaiblissement du rythme opérationnel des groupes armés et une perte notable de mobilité. Phrase Jiangye de Nashtu. La baisse rompt la cadence ennemie et réduit la peur quotidienne. Sans éliminer la menace, cette rupture du tempo modifie la perception locale de la sécurité. Les offensives, autrefois prévisibles et répétées, deviennent fragmentées. Les incursions perdent en coordination. Les villages cessent de vivre dans une vigilance permanente. Dans certaines localités, les habitants rapportent qu'ils peuvent travailler plusieurs heures sans interrompre leurs activités. Ce recul relatif redonne une marge d'initiative aux équipes de terrain. Les militaires peuvent consolider les positions. Les VDP peuvent surveiller des zones plus étendues. Les équipes civiles peuvent rouvrir puits, écoles ou marchés sans craindre une rupture immédiate. Troisième indicateur, plus de 300 puits restaurés et 40 écoles rouvertes. Ces infrastructures constituent le socle matériel et les psychologiques du retour des habitants dans les zones libérées. Phrase Jiangye, dis-tu. Ces services recréent des routines minimales indispensables aux familles revenues. Les puits garantissent l'accès quotidien à l'eau, condition essentielle à toute réinstallation durable. Les écoles structurent les journées et reformulent la présence de l'État dans des localités autrefois abandonnées. Leur réouverture, parfois dans des conditions précaires, n'est pas seulement une amélioration logistique, elle marque une recomposition sociale. Les enfants réapprennent à un rythme régulier, les parents réorganisent leurs journées autour des classes, les activités agricoles reprennent, suivies par les échanges commerciaux qui se réinstallent à proximité des routes sécurisées. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une dynamique cohérente. La stabilisation naît d'une accumulation d'actes concrets, visibles, mesurables. Chacun d'eux réduit un fragment d'incertitude. Chacun d'eux referme une brèche ouverte durant les années de crise. Chacun d'eux renforce la possibilité d'une reconstruction qui avance plus vite que la menace ne se recompose. Dans cette configuration, une conclusion s'impose. Les preuves visibles importent davantage que les promesses. Deux lectures opposées émergent à mesure que les zones reprises se stabilisent, chacune portée par une logique solide et par des préoccupations légitimes. La première insiste sur la nécessité d'une militarisation accrue pour consolider les gains obtenus au prix d'efforts considérables. Selon cette perspective, l'extension du rôle des VDP représente une assurance locale irremplaçable. Ces volontaires, ancrés dans leur communauté, offrent une réactivité immédiate que l'armée régulière, soumise à une logistique plus lourde, ne peut égaler. Leur présence limite les infiltrations, renforce la surveillance des axes restaurés et empêche les groupes armés de reconstituer rapidement leur position. Pour ceux qui défendent cette vision, un pays soumis à une pression prolongée doit accepter une organisation plus martiale afin d'éviter un retour au chaos. La seconde position adopte un regard très différent. Elle redoute que la militarisation diffuse ne fragilise à long terme les institutions civiles déjà éprouvées par des années d'instabilité. Selon cette analyse, une intégration trop large de civils dans les missions de sécurité peut créer une confusion du rôle de l'État, brouiller les limites entre défense et gouvernance et installer une dépendance durable à la violence. Les sceptiques soulignent également l'usage croissant de technologies militaires, notamment les drones fabriqués localement, qui pourraient enfermer le pays dans un conflit asymétrique perpétuel, éloignant les priorités essentielles telles que l'éducation, la santé ou la réconciliation communautaire. Pour eux, la reconstruction doit reposer d'abord sur la résilience civile, sans quoi les tensions internes risquent de se creuser.
Les données observées sur le terrain apportent une réponse nuancée, mais ferme. La baisse d'environ 35% des attaques, la réouverture de 40 écoles et la restauration de plus de 300 puits se produisent précisément dans les zones où armées, VDP et équipes civiles ont coopéré étroitement. Cette dynamique n'appuie ni un modèle strictement militaire, ni un modèle purement civil. Elle révèle l'efficacité d'une articulation contrôlée entre sécurité et services essentiels. Ainsi, une synthèse s'impose. La stabilité durable exige un équilibre maîtrisé, pas une domination d'un seul modèle. Le terrain reprend l'initiative. Cette phrase résume un basculement discret, mais déterminant, observé dans les zones libérées. Là où les forces armées redessinaient seules les lignes de sécurité, les villages eux-mêmes deviennent désormais des acteurs centraux du rétablissement quotidien. Les premiers retours structurés montrent que la présence de l'État ne s'exprime plus seulement par une colonne militaire, mais par des services concrets, puits réhabilités, classes rouvertes, axes à nouveau praticables. Dans cette dynamique réorientée, la présence régulière d'Ibrahim Traoré dans les localités sensibles agit comme un signe politique fort. Elle n'alimente pas un récit de mise en scène, elle renforce l'idée que la stabilisation repose sur un partage réel des risques entre autorités et habitants. Ce geste, répété sans solennité, modifie la perception locale de la sécurité et ravive la cohésion dans des territoires longtemps fracturés. La transformation la plus marquante tient pourtant à la cadence sociale. Les familles revenues recréent des routines, les enseignants improvisent des classes sous bâche, les agriculteurs remettent en culture des parcelles abandonnées. Ce rythme civil, renaissant mètre après mètre, redéfinit la zone autrement que par la seule logique militaire. Il la fait respirer à nouveau. Les premiers effets mesurables des reconquêtes se déploient différemment selon les groupes concernés, révélant une transformation qui dépasse les lignes de front pour toucher des dimensions sociales, économiques, institutionnelles et régionales. Chaque catégorie ressent ce basculement à son rythme, mais toutes perçoivent une inflexion rare après des années de pression continue. Les populations locales. Pour les habitants revenus dans les villages libérés, la réouverture des puits et des écoles constitue le changement le plus immédiat. L'accès à l'eau rend possible une routine minimale, permettant aux familles de réorganiser leur journée sans craindre des trajets dangereux vers des sources éloignées. Les classes improvisées sous bâche redonnent un cadre éducatif aux enfants qui avaient perdu tout rythme scolaire. Cette stabilisation n'est pas encore un retour à la normale, mais elle annule le sentiment d'étouffement qui dominait pendant les mois de siège ou d'isolement forcé. Le payoff est net, les habitants peuvent à nouveau projeter quelque chose, même modeste, au lendemain. Les activités économiques locales, les marchés longtemps vides, commencent à se réinstaller à proximité des routes sécurisées. Les agriculteurs remettent en culture des parcelles laissées en friche. Les commerçants décrivent un phénomène progressif mais visible. La circulation retrouvée réduit les coûts logistiques et permet l'approvisionnement de certains produits essentiels. La restauration d'environ 70% des axes stratégiques transforme la dynamique économique. Au lieu d'un système fracturé par des enclaves d'insécurité, apparaît un réseau qui recommence à fonctionner par segments. Le payoff est tangible. L'offre et la demande reprennent une forme régulière, même fragile. L'État burkinabé. Le rétablissement des routes, la baisse de 35% des attaques et la réactivation des services essentiels modifient profondément la capacité d'intervention institutionnelle. Là où les ministères de l'eau, de l'éducation ou des infrastructures ne pouvaient plus intervenir, les zones devenues praticables leur rouvrent des marges d'action. La présence régulière d'Ibrahim Traoré dans les localités sensibles renforce la perception d'un État qui partage les risques et non d'un État distant retranché dans la capitale. Cette proximité politique sert de levier. Elle consolide la légitimité institutionnelle dans des territoires où elle avait pratiquement disparu. Pour l'appareil étatique, l'effet principal est un recentrage des priorités autour de la continuité territoriale. Le Sahel et l'environnement régional. La stabilisation partielle de l'Est burkinabé produit un impact dépassant les frontières nationales.
La baisse des attaques réduit les flux d'insécurité vers les pays voisins, notamment dans les couloirs où circulaient armes et groupes armés. L'usage accru des drones locaux renforce la souveraineté technologique et inspire d'autres capitales du Sahel. Dans un espace régional traditionnellement exposé aux effets dominos, cette décélération de la violence agit comme une zone tampon improvisée, ralentissant les mouvements hostiles transfrontaliers. Le payoff régional est clair. Moins de mobilité ennemie signifie une pression moindre sur les marges communes. Pris ensemble, ces 4 dynamiques dévoilent une réalité précise. La stabilisation ne repose pas sur un seul levier, mais sur une accumulation d'effets concrets ressentis simultanément par les habitants, l'économie, l'État et la région. Les évolutions observées sur le terrain ouvrent 3 trajectoires possibles pour les mois à venir. Chacune repose sur les paramètres déjà visibles. Les routes rétablies, la baisse relative des attaques, la capacité des structures civiles à se réactiver et la cohésion entre armée, VDP et habitants. Aucune de ces trajectoires n'est garantie. Elle révèle simplement ce que la tendance actuelle rend envisageable. Dans une trajectoire de continuité, si les forces régulières et les VDP parviennent à maintenir la surveillance constante des axes déjà restaurés, alors la dynamique actuelle peut se prolonger sans rupture majeure. Les routes redeviendraient des corridors stables reliant villages, camps avancés et services essentiels. Les équipes civiles accéléreraient la remise en service des puits et des écoles, consolidant les retours progressifs des familles. Les attaques demeureraient possibles, mais leur capacité de désorganisation resterait limitée. Dans ce cadre, la reconstruction avancerait par paliers successifs, rarement spectaculaires, mais suffisamment réguliers pour éviter un nouveau basculement. Dans une dynamique plus favorable, si la baisse observée d'environ 35% des attaques se maintient et si les autorités locales coordonnent plus étroitement les actions civiles et sécuritaires, alors la consolidation pourrait s'intensifier. Les retours de population augmenteraient. Les marchés se réinstalleraient autour des axes sécurisés. L'usage accru des drones locaux améliorerait la surveillance des zones rurales sensibles. Les puits restaurés et les 40 écoles rouvertes deviendraient des pôles de cohésion, structurant un rythme communautaire plus stable. Cette accélération créerait un environnement où la reconstruction dépasserait la seule réaction à la menace et amorcerait une transformation durable. Dans l'hypothèse d'une fragmentation, si les groupes armés parviennent à se réorganiser et à cibler les axes récemment consolidés, alors la continuité territoriale pourrait se fracturer à nouveau. La perte de quelques routes stratégiques suffirait à isoler plusieurs localités, rendant difficile l'intervention des équipes civiles. Les attaques plus fréquentes dans les zones frontalières provoqueraient de nouveaux déplacements internes. Les tensions régionales s'intensifieraient, alimentées par des pressions économiques et logistiques. Dans ce scénario, la reconstruction serait freinée et certaines zones entreraient dans une phase d'incertitude prolongée. Entre ces 3 trajectoires, une constante demeure. La stabilité future dépendra de la coordination exacte entre sécurité, services essentiels et cohésion communautaire. Pas d'un seul levier isolé. Pour ceux qui vivent dans les zones où la guerre a redéfini chaque geste du quotidien, les évolutions récentes résonnent comme un espace respirable après des années d'asphyxie. Les puits restaurés, les routes rouvertes et les écoles provisoires ne sont pas des symboles abstraits. Ils forment un socle tangible permettant aux familles de retrouver un rythme, d'envisager une journée structurée et de réapprendre la continuité. Dans cette perspective, même une amélioration limitée suffit à alléger la pression mentale qui pesait sur chaque déplacement. Les habitants peuvent désormais anticiper un lendemain, même parcellaire. Pour la communauté régionale, particulièrement dans le Sahel, les changements observés au Burkina Faso renvoient à des enjeux partagés. La baisse des attaques ralentit les flux d'insécurité qui franchissaient régulièrement les frontières. Les axes restaurés créent des zones tampons improvisées qui atténuent la mobilité de groupes armés autrefois capables de se projeter d'un pays à l'autre. Pour ces communautés voisines, la stabilisation burkinabé n'est pas un phénomène isolé. Elle contribue à contenir une dynamique transfrontalière qui les concernait directement. Leur regard se tourne vers ces avancées comme vers un indicateur susceptible de réduire leur propre vulnérabilité. Pour la diaspora et les observateurs extérieurs, la transformation en cours redistribue la lecture d'un pays trop souvent résumé à la violence.
les 70% de routes restaurées, les centaines de puits remis en service et la réouverture de 40 écoles dessinent un récit moins sensationnaliste, mais plus fidèle, celui d'une reconstruction patiente ancrée dans des gestes concrets. Cette évolution en appelle une compréhension plus nuancée et une attention renouvelée aux dynamiques locales. Une simple suggestion s'impose: regardez au plus près ce qui se reconstruit, sans réduire la réalité à sa part la plus bruyante. La consolidation durable des zones libérées repose sur une séquence d'actions coordonnées, déjà esquissées sur le terrain, mais nécessitant une mise en cohérence plus stricte pour produire des effets mesurables. Cette démarche, portée publiquement par Ibrahim Traoré dans ses déplacements, articule sécurité, services essentiels et cohésion communautaire autour de 4 étapes interdépendantes. Stabiliser les axes vitaux, armée plus VDP, dès maintenant, mesures, continuité des patrouilles et incidents signalés. Les forces régulières et les VDP doivent maintenir une surveillance constante sur les routes stratégiques rétablies. L'enjeu est d'empêcher tout retour des groupes armés sur ces corridors qui conditionnent le mouvement des civils et l'intervention des équipes techniques. La réussite se mesurera par la diminution des incidents et la régularité des patrouilles mixtes. Accélérer la remise en service des infrastructures de base, ministère sectoriel, 3-6 mois, mesures, point d'eau fonctionnel, régularité des classes. Le ministère de l'eau et celui de l'éducation devront multiplier les restaurations de puits et les réouvertures d'écoles. Ces structures définissent le rythme quotidien, réactivent la présence de l'État et facilitent le retour volontaire des habitants. Renforcer la cohésion communautaire. Collectivités locales, continue mesure, participation et reprise agricole commerciale. Les municipalités devront organiser rencontres, médiations et activités collectives afin de réduire les tensions créées par les déplacements massifs. Le rétablissement d'un tissu social vivant est essentiel pour éviter de nouvelles ruptures. Assurer une coordination civilo-militaire continue, présidence plus gouvernorat continue, mesures, synchronisation opération-service. La présidence, avec les gouvernorats, devra harmoniser interventions civiles et opérations sécuritaires. Une coordination fluide garantit que chaque zone stabilisée progresse vers une reconstruction durable. Dans les villages libérés, les images des premières semaines reviennent comme des repères intérieurs. L'école brûlée de Tenko, qui n'était plus qu'une carcasse noircie, apparaît aujourd'hui sous une bâche où quelques enfants récitent timidement des leçons retrouvées. Le puits dégagé par les habitants et les VDP alimente à nouveau des familles revenues par fragments, rétablissant un rythme que tous croyaient perdu. Ces gestes modestes, observés dès les débuts de la reprise, deviennent des fils conducteurs donnant sens à la transition actuelle. Dans cette recomposition silencieuse, la présence régulière d'Ibrahim Traoré agit comme une continuité discrète reliant les premières scènes aux avancées récentes. Ses visites sous un arbre, ses marches parmi les troupes ou ses échanges avec les enseignants improvisés rappellent que la reconstruction n'a pas commencé dans les discours, mais dans ces micro-espaces où l'État a partagé les risques avec les habitants. Lorsque les familles s'arrêtent à proximité du puits, lorsque les élèves se regroupent sous la bâche, lorsque les agriculteurs reprennent une parcelle longtemps abandonnée, une vérité simple se dessine. La stabilité naît de gestes tenus ensemble. Et au centre de cette trajectoire, une question demeure pour chacun. Comment prolonger cette dignité retrouvée dans un pays encore en mouvement ? Dans les zones libérées, comme dans celles qui restent sous tension, les transformations visibles s'enracinent désormais dans de petits gestes qui redéfinissent le rapport au quotidien. Une école provisoire qui s'organise sous une bâche, un marché qui se réinstalle près d'un axe sécurisé, un puits qui rassemble les familles après des mois d'éparpillement, ces scènes déforment une mémoire collective nouvelle, construite pas à pas. Elles rappellent que la reconstruction n'est pas seulement un effort institutionnel, mais un tissu d'initiatives locales, de solidarité silencieuse et de regards qui se croisent pour tenir bon. Pour celles et ceux qui observent cette évolution depuis les villages, les villes, la région ou la diaspora, partager ces récits contribue à renforcer la compréhension mutuelle autour d'un pays en reconstruction lente mais réelle. Documenter ce qui change, témoigner de ce qui se retisse, soutenir les voix locales, autant de manières de donner de l'écho à une trajectoire qui dépasse les frontières. Au fond, une question reste ouverte et appelle chacun.
Quelle place souhaitez-vous prendre dans cette reconstruction encore en mouvement ?